Et le fait qu'elle ait pu permettre le développement d'une forme de vie douée d'intelligence a provoqué de vives inquiétudes au cours du XXe siècle. C'est en 1610 que des astronomes pointèrent pour la première fois leur télescope vers Mars. La technologie a fait depuis de grands progrès et l'image de la planète rouge se précise de jour en jour aux yeux des observateurs terriens. Mais en 1877, à travers leur télescope, les astronomes voyaient cette lointaine planète à la taille d'une pièce de monnaie qu'ils auraient tenue au bout de leurs bras tendus. En comparaison des moyens dont nous disposons aujourd'hui, tout cela n'est guère impressionnant, mais pourtant ces instruments ont permis au directeur de l'Observatoire de Milan, Giovanni Schiaparelli, de tracer un plan de la surface de Mars et de donner un nom à ses particularités géologiques. Il a observé le visage brumeux et changeant chaque nuit pendant des mois. Et il voit alors ce qu'il pense être un enchevêtrement de lignes à la surface de Mars. On comprendra plus tard que ce qu'il voyait n'était pas tout à fait ce qu'il y a là-haut, mais juste l'image qu'il percevait grâce à son télescope rudimentaire. Le célèbre astronome italien dessine ces lignes et leur donne un nom. Pour Schiaparelli, ces lignes étaient des canaux, mais il ne savait pas vraiment ce dont il s'agissait. Le nom italien qu'il leur a donné est canali. Cela aurait dû être traduit par chaîne, comme des chaînes montagneuses, mais ça l'a été à tort par canaux. Il n'existe pas de ligne droite dans la nature. C'est pour cette raison que les dessins de Schiaparelli ont pu permettre à certains de penser qu'une forme de vie intelligente existait sur Mars. C'est une idée saisissante, dont les astronomes de l'époque ont débattu âprement. Plus tard, en 1894, un riche bostonien, Percival Lowell, est tellement intrigué par cette éventualité qu'il se fait construire un grand télescope à flanc de montagne dans l'Arizona, à Flagstaff. Et il passe les 20 années suivantes à observer et à dessiner la planète rouge, et à échafauder des théories à son sujet. Il était convaincu de voir des réseaux de lignes droites sur Mars et pensait que c'était des canaux. Or, quelle était la grande nouveauté de l'époque? Le canal de Panama. Donc il a pensé que c'était ce qu'une civilisation évoluée devait faire, des canaux. Ceux de Mars auraient donc servi à transporter l'eau à partir des pôles. Il savait que la planète était froide, sèche et loin du Soleil, et il s'est dit, bien sûr, il faut déplacer l'eau pour vivre sur Mars. L'idée qu'il y avait une civilisation sur Mars a emballé tout le monde. C'est dans ce contexte qu'en 1938, au cours de la nuit d'Halloween, un jeune acteur nommé Orson Welles réalise une adaptation de La Guerre des mondes. Dans ce court roman de H.G. Wells, de sinistres martiens atterrissent sur Terre et causent des ravages. Et maintenant, nous retournons auprès de Carl Phillips à Grover's Mill. Oui, mesdames et messieurs, je suis là. Mon Dieu, il se passe quelque chose. Une flamme bondit du miroir et se dirige droit vers les hommes qui avancent. Ils se transforment en torches. Des milliers de gens croient réellement qu'une invasion martienne est en cours. Orson Welles est obligé de présenter ses excuses. Nous sommes bouleversés et vous exprimons nos regrets. Le malentendu est de courte durée, mais l'émission ne fait qu'alimenter l'imagination du public sur l'existence d'une forme de vie intelligente sur Mars. Cette planète intrigue les terriens depuis des milliers d'années. Et ce n'est qu'au milieu du XXe siècle qu'on en a enfin eu une vision plus précise. En 1964, la NASA, Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, lance un petit vaisseau d'exploration vers la planète rouge. Mariner 4 est équipé d'une caméra. Il a pour mission de survoler Mars et d'envoyer des images vers la Terre. Il ne pourra effectuer ce passage qu'une seule fois.
Les scientifiques sont impatients et en même temps anxieux à l'idée de ce qu'ils vont bien pouvoir observer. Allait-on voir des villes, des canaux, des forêts? Moi, je n'ai vu que des cratères. Les images qu'on a reçues étaient très floues et montraient simplement des cratères, comme sur la Lune. C'est une immense déception. Les images de Mariner 4 montrent une planète sèche, couverte de cratères, désertique, une planète qui semble morte. Elle était comme la Lune, avec un peu d'air qui soulevait la poussière. L'enthousiasme soulevé par l'exploration de Mars retombe pour un temps. Mais 6 ans plus tard, en 1971, la NASA envoie un autre vaisseau vers la planète rouge, Mariner 9. Cette fois, au lieu de n'effectuer qu'un seul passage au-dessus de Mars, il est conçu pour rester en orbite pendant plusieurs semaines, le temps d'établir une cartographie complète. L'effort est payant. Après avoir attendu la fin d'une tempête de poussière qui balaie la planète, Mariner 9 commence à envoyer des images spectaculaires. On découvre le dôme de Tharsis, une sorte de renflement situé non loin de l'équateur de Mars. Ce dôme est le résultat d'une activité volcanique importante sur un espace très concentré. L'élément essentiel du dôme de Tharsis est son volcan bouclier, l'Olympus Mons. L'Olympus Mons est large de 540 km. Il pourrait couvrir l'État du Missouri. Si un volcan de cette taille entrait en éruption, il recouvrirait probablement les États voisins. Et ma maison dans l'Iowa serait ensevelie sous la lave. Ce qui est intéressant, c'est que nous pensons qu'il est constitué de 3 volcans séparés, ou en tout cas qu'il a explosé dans 3 directions différentes. Quand on le survole, on aperçoit 3 cratères bien distincts. C'est une immense découverte géologique. Si vous étiez sur son flanc qui s'élève de façon très douce et le sommet est très loin, à plus de 150 km, vous ne sauriez pas que vous êtes sur un volcan. C'est dire à quel point il est énorme. Et l'Olympus Mons n'est pas le seul. À quelques centaines de kilomètres de là, vers le sud-est, on trouve 3 autres volcans placés en diagonale à intervalles réguliers. Et chacun d'entre eux est plus grand que n'importe quel volcan sur Terre. Mais aussi magnifique qu'elle soit, la région de Tharsis n'est pas le seul élément géologique spectaculaire découvert par Mariner 9. À la limite est du dôme, on peut observer une immense fracture dans la croûte de la planète rouge. Elle a été nommée Vallée Marineris, en l'honneur du vaisseau Mariner 9. Regardez, elle est aussi vaste que les États-Unis. Elle est vraiment très nette. Vous connaissez le Grand Canyon. Gonflez-le, filez-lui des stéroïdes jusqu'à ce qu'il atteigne la taille des États-Unis et vous aurez la vallée Marineris. Le phénomène géologique à l'origine de cette immense faille à la surface de Mars demeure un mystère. Les scientifiques ne peuvent qu'émettre des hypothèses. Il y a une théorie qui me plaît bien. On trouve pas très loin un endroit qui s'appelle le dôme de Tharsis. Beaucoup de matériaux s'est accumulé là, de la lave et d'autres débris. C'est comme s'il y avait eu une énorme force de torsion qui s'était exercée et qui avait ouvert la croûte comme une fermeture éclair. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il faut qu'il y ait eu un phénomène qui ne ressemble à rien de ce que nous connaissons pour expliquer l'origine de cette faille. Après le succès éclatant de Mariner 9, l'étape suivante pour la NASA est de poser un vaisseau sur Mars. Les spécialistes sont impatients d'analyser la roche et les échantillons de sol et de chercher les indices d'une forme de vie.
En 1976, la mission Viking arrive sur la planète précisément dans ce but. Elle emporte 2 sondes. L'une doit se mettre en orbite et cartographier le sol martien. L'autre est un module d'atterrissage équipé de robots. On arrive, on racle le sol et on ne trouve rien du tout. Mars a l'air d'être un endroit froid, sec et mort. Mais alors que la première sonde Viking peine à la surface et ne trouve rien qui puisse faire les gros titres des journaux, la sonde mise en orbite parvient à saisir une image surprenante. Alors qu'elle survole une zone appelée Sidonia, elle capture dans le faisceau de ses projecteurs une image d'une formation géologique qui ressemble à une figure humaine. Les hommes de la NASA présentent la photo à la presse, en indiquant comme une plaisanterie qu'ils ont rencontré un visage sur Mars. Dès qu'il est mieux éclairé, cet élément de la surface martienne ne ressemble pas du tout à une figure humaine. C'est juste un ensemble de collines. Mais dans certains cercles, l'histoire du visage de Mars et l'idée que la NASA veut cacher ce qu'elle a découvert continuera à courir pendant plusieurs années. D'un autre côté, les fans de Mars doivent affronter la dure réalité après la mission Viking. En l'absence de découverte biologique capitale, le projet de retourner sur la planète rouge perd de son intérêt. Et puis en 1984, un jeune scientifique en expédition dans l'Antarctique fait une découverte qui donne immédiatement un nouvel élan à la quête d'une vie inconnue sur Mars. En décembre 1984, des géologues de la NASA partis en Antarctique pour recueillir les débris d'une météorite découvrent un curieux objet. Il s'agit d'une météorite d'une couleur inhabituelle, plutôt verte, alors que la plupart sont grises ou marron. De retour au centre de contrôle de Houston, où on stocke ce type de roche, elle est aussitôt étiquetée ALH 84001. Malgré sa couleur étrange, les spécialistes ont pensé qu'il s'agissait d'un morceau d'astéroïde. La roche a été classée parmi les météorites et elle est restée pendant 6 ou 8 ans mal identifiée. Puis, au début des années 90, un analyste qui effectue des recherches sur les astéroïdes place un morceau d'ALH 84001 sous un microscope à électrons. Il se rend vite compte qu'il n'est pas en train d'observer une météorite classique. Il a sous les yeux un morceau de la planète rouge. La pierre présente des caractéristiques analogues à celles d'une autre météorite martienne trouvée en 1979. D'autres spécialistes commencent à étudier cet échantillon et sont stupéfaits lorsqu'ils découvrent ce qui ressemble à des globules de carbone. Car le carbone, du moins sur Terre, est la base même de la vie. C'est David McKay qui dirigeait le groupe de recherche. Ce qui a commencé à m'intriguer, ce sont les carbonates. Je me suis dit, hey, ces carbonates ont vraiment un drôle d'air, comment se forment-ils? On va aller voir ça de plus près. Un examen approfondi mène à une découverte encore plus surprenante. Le type de processus chimique à l'œuvre dans ces globules est associé sur Terre à la vie. Une image obtenue par un microscope électronique à scanner présente une structure qui pourrait bien être de nature biologique. On dirait un peu un ver. Serait-ce une trace de vie primitive sur Mars ?